Voilà, il y avait beaucoup de thématiques, on l'a vu ensemble, c'est peut-être la plus large qu'on a choisie, démographie mondiale, des sociétés en mouvement, et bien sûr, il va le préciser, conférence d'environ 1 heure pour traiter voilà, des grands enjeux, des grandes problématiques, et surtout votre parole qui va compter, puisque le débat sera lancé derrière avec le micro qui circulera, et c'est vraiment une deuxième partie de conférence, mais qui en fait partie intégrante pour traiter des sujets qu'il n'aurait pas pu aborder dans sa première partie. Très bonne conférence, Monsieur Lebras, et à tout à l'heure. C'est vraiment un très grand plaisir de retrouver un auditoire vivant. Donc aujourd'hui, je vais d'abord commencer par des questions de démographie mondiale actuelle. Et puis, dans un second temps plus court, je dirai un mot sur les questions de crise et notamment sur ce que la pandémie actuelle a causé pour la démographie de la France, parce qu'il en a été beaucoup question ces derniers jours. Bien évidemment, j'épuiserai très peu un sujet aussi énorme que les questions de démographie mondiale et française. Donc, sur les questions, elles pourront porter sur des points sur lesquels j'aurais été ou trop cursif ou bien même que je n'aurais pas abordé faute de temps. Voilà pour le programme. Alors, ça sera essentiellement, je vous montrerai des images, il n'y aura pas de texte, ou du moins il y aura un titre de temps en temps, mais il n'y aura pas de texte, il y aura ou bien des images, ou bien des courbes, ou bien très peu d'ailleurs, cartes, parce que c'est beaucoup plus facile de voir quelques courbes et de les commenter que de en parler uniquement verbalement. Donc il me semble, si on veut quand même voir un certain nombre de points avec une relative précision, les images nous aident beaucoup. D'ailleurs, il me semble que c'est bien Napoléon qui a dit qu'un croquis valait mieux qu'un long discours, si je me souviens. Donc, alors, pour commencer, on a vécu sur l'idée de l'explosion démographique. Alors, je vous mets là, ce que vous voyez, c'est la couverture du Time en 1960, et en bandeau, il y a marqué The Population Explosion. C'est la première fois qu'on le disait aussi fortement, et si on le disait de cette manière-là, c'est parce qu'en 1960, le grand problème, c'était l'arme atomique. Donc il y avait une sorte de parallèle qui était fait, au fond, l'explosion qu'on pouvait craindre avec l'usage de l'arme atomique. Souvenez-vous que c'est l'époque de Cuba, où on a cru qu'il y aurait eu une guerre atomique, ou du moins on n'en a pas été très loin. Et donc la population était montrée comme un autre risque d'explosion. Et à l'époque, c'était juste, puisqu'à l'époque, la population mondiale se reproduisait au rythme de 2% par an. 2% par an, ça veut dire un doublement à peu près tous les 35 ans. Et dans la plupart des pays du monde, la natalité était très élevée, et surtout la manière dont on étudie la natalité, qui est la fécondité, le nombre moyen d'enfants que font les hommes ou les femmes au cours de leur existence féconde. Or, si vous regardez bien la couverture, je vais vous la montrer en cernant un peu mieux. Vous voyez, il y a deux parties dans cette couverture. D'un côté, vous avez en fait des populations du tiers-monde. Et ce que montre la couverture, c'est des femmes qui ont l'air malheureuses, avec beaucoup d'enfants. C'est l'idée que trop d'enfants vous rend malheureux. Et puis, regardez dans le coin que j'ai cerné en bleu, sur la gauche, vous avez deux femmes européennes ou américaines. Et alors là, c'est des petites familles, et elles ont l'air très heureuses. Donc il y avait vraiment tout un contenu là-dedans. C'était d'ailleurs la propagande américaine qui a suivi, et européenne, qui était: c'est la famille de 2 enfants qui doit être le modèle, et la famille de plus de 2 enfants, surtout les familles qui à l'époque avaient près de 6 enfants, sont des familles qui non seulement compromettent la survie de l'espèce humaine, mais en même temps ne sont pas vraiment heureuses. Il y avait cette idée fausse d'ailleurs que ces enfants n'étaient pas désirés. Je dis fausse parce que les enquêtes, y compris récemment, montrent que là où dans les rares pays encore maintenant où la fécondité est élevée, elle est désirée, elle n'est pas du tout subie. Alors,
où en est-on maintenant par rapport à cette couverture du Time? Dans la suite, la population a bien sûr beaucoup augmenté, et puis la croissance démographique s'est accrue. Il y a eu un pic autour des années 1970-75 à 2,2% de croissance par an, et puis ça a commencé à diminuer. Alors voilà une projection, vous voyez, que vous allez voir, qui est la projection qu'effectuent les Nations Unies. C'est la projection de référence. Quand vous voyez des chiffres démographiques sur le futur de la population mondiale, ils sont toujours tirés du travail de ce qui s'appelle la division de la population des Nations Unies. C'est un groupe de recherche d'une cinquantaine d'économistes et de démographes et statisticiens qui travaillent avec tous les services statistiques des pays du monde pour mettre au point des projections, c'est-à-dire des prévisions possibles de l'évolution de la population pays par pays, puis on regroupe, on met tout ensemble et on a la population du monde. Vous la voyez là. Alors il y a une hypothèse moyenne. Vous voyez là on commence assez tôt, en 1950. Vous voyez que cette croissance est très rapide. Et puis on arrive en 2050 où on frise en moyenne les 10 milliards d'habitants. Et je vous ai mis deux petits traits autour, c'est parce qu'il y a deux autres hypothèses qui sont testées, une haute et basse, étant donné qu'on ne sait pas très bien comment vont évoluer la fécondité et la mortalité. Et donc, il y a, vous voyez, un petit débattement, enfin, je veux dire, encore entre, disons, 9 et 10 milliards et demi d'habitants. Si on va plus loin, ça s'élargit énormément. C'est donc très difficile de dire combien, d'une certaine manière, on sera en 2100 quand on voit la fourchette. Vous voyez que dans un certain cas, la population mondiale pourrait diminuer assez vite, et puis dans un autre cas, elle continuerait sur sa lancée et elle atteindrait un chiffre tout à fait énorme de presque 16 milliards d'habitants. C'est une façon de voir qui est très habituelle, qui est souvent montrée, mais je vais vous montrer une autre façon de voir la même chose, qui est toute simple, c'est de regarder l'évolution de la croissance de la population mondiale. J'ai fait allusion en disant qu'elle a été de 2% en 1960, puis de 2,2%. On peut la calculer avec les mêmes chiffres qui sont sur cette courbe, mais c'est une autre présentation, c'est en quelque sorte la vitesse d'évolution. Et voilà la courbe qu'on a. Et vous voyez qu'il s'en dégage exactement l'image inverse. Vous voyez que passé le milieu des années 70, la croissance de la population mondiale a sans arrêt, ou presque, il y a des petites oscillations, mais a très largement diminué. Et la ligne rouge, c'est on prolonge. Et vous voyez qu'on arrive à peu près du côté de 2065-2070. Elle touche zéro. Quand la croissance est devenue nulle, ça veut dire que ça y est, le maximum est atteint et qu'ensuite la population mondiale va diminuer. Et c'est de plus en plus de spécialistes pensent que c'est ce graphique-là qui est le bon, et donc on va vers une sorte de tassement, une sorte de limite de la population mondiale. Alors, ça serait quand même à un niveau assez élevé, autour de 10 milliards d'habitants, mais après tout, on est déjà presque à 8 milliards, donc 10 milliards, c'est 25% de plus. Et la croissance, là, est quand même beaucoup plus faible que ce qu'on a obtenu au cours des précédentes années. Alors, quand vous voyez, c'est aussi pour montrer que le même phénomène, la même mesure, selon la représentation statistique qu'on en donne, font des conclusions qui sont opposées. Quand on regarde la courbe de gauche, on se dit « Oh là là, ça va continuer à augmenter de façon explosive ou presque, avec un peu ralenti. » Puis quand on voit la courbe de droite, on dit « Bah oui, ça va s'arrêter. » Et c'est, je dirais, ce que... Tout le monde ne pense pas cela, mais de plus en plus, un consensus se fait autour de cette idée. Donc, fin d'une certaine manière de l'explosion. Alors, est-ce que, dans tout ce que je vous dis, est-ce que ces prévisions démographiques sont sûres? Là, je vais vous montrer que, après tout, faire une prévision démographique à court ou moyen terme, sur une dizaine d'années, on peut ne pas trop se tromper.
Mais à long terme, on peut beaucoup se tromper. Et je vais vous montrer des prévisions qui avaient été faites par les mêmes Nations Unies, par la division de la population en 1994, et puis 20 ans plus tard, autour de 2014, qui sont pratiquement les dernières. Et je vous ai mis les fourchettes aussi. Je vais vous les montrer pour certains pays. Et le premier pays que je vous montre, c'est l'Iran. Vous voyez qu'en 1994, on pensait que l'Iran atteindrait dans les 170 millions d'habitants en 2050. Et vous voyez la fourchette, c'était quand même assez large, c'était entre 130 et 200 millions d'habitants. Donc, vu le comportement de l'ayatollah Khomeini, il y avait de quoi être un tout petit peu inquiet. Et regardez la projection, alors c'est celle de 2017 que je vous ai inscrite, elle est beaucoup plus modérée, ils vont plafonner à peu près un peu moins de 100 millions d'habitants, et vous voyez que la croissance est maintenant devenue relativement faible. Il s'est passé en Iran quelque chose d'inattendu d'ailleurs. On disait les pays les plus musulmans vont continuer à faire beaucoup d'enfants, c'est dans la religion. Et en fait, ça avait commencé en 1985. Là, on est déjà en 1994. On n'avait pas cru que c'était vraiment une tendance de long terme, mais on est passé de 6 enfants et demi par femme en 1985. Ça s'est mis à diminuer. Alors on a pensé que c'était la crise du pétrole, que c'était la guerre Irak-Iran. Et puis ça a continué à baisser. Et arrivé en 2005, la fécondité iranienne était à 1,7 enfants par femme, plus faible qu'en France. Là, elle est remontée, elle est maintenant autour de 2 enfants par femme. Mais enfin, ce qu'on appelle la transition démographique est faite. Et vous voyez que c'est maintenant, on pense, la courbe du bas qui sera la vraie évolution de la population de l'Iran. Mais rendez-vous compte de l'écart. Alors vous me direz, mais l'écart pour la population mondiale n'est pas du même ordre. On s'est beaucoup moins trompé. Oui, parce qu'on a additionné des erreurs, mais des erreurs en plus et des erreurs en moins. Vous allez voir un autre exemple. Voilà, un exemple, c'est l'exemple de la population du Niger. Alors pourquoi le Niger? Je reviendrai plusieurs fois, parce que c'est le pays au monde qui a la plus forte fécondité actuellement et la plus forte croissance démographique. Le nombre moyen d'enfants par femme au Niger actuellement est de 7. Et alors il a un tout petit peu baissé, il était il y a 10 ans de 7,3. Enfin, ce n'est pas une baisse tout à fait remarquable. Et vous voyez, en chiffres rouges, dans le trait rouge, c'est la prévision la plus récente de ce que va devenir la population du Niger. Et puis, en bleu et avec la fourchette en jaune, c'est ce qu'était la population du Niger et ce qu'on estimait qu'elle allait être quand on était en 1994. On pensait que ça allait baisser assez vite. Vous voyez qu'au fond, c'est le contraire de ce qu'on avait dit pour l'Iran. Là, on pensait que la fécondité allait diminuer relativement vite. Vous remarquerez la courbe rouge, la projection actuelle du Niger, elle arrive à 70 millions d'habitants en 2050. Ceux qui connaissent un peu l'Afrique, c'est quand même un pays qui aura du mal, c'est le moins qu'on puisse dire, à la fois à nourrir et plus généralement à faire vivre une population, j'y reviendrai, de 70 millions d'habitants. Mais là, l'erreur de projection était sens inverse. Alors on peut dire l'Iran, le Niger, c'est des populations dont les statistiques ne sont peut-être pas très précises, qu'on connaît peut-être moins bien, mais prenons la France. Dieu sait si on est intéressé par l'évolution de la population française. Eh bien, je vous ai mis là les projections qui ont été faites en 1994 et en 2017. Alors, ces projections de l'INSEE, mais reprise par les Nations Unies. L'INSEE était encore plus positif en 2017 que les Nations Unies, mais vous voyez que l'erreur a quand même été importante. En 1994, l'INSEE pensait que la population française allait très lentement augmenter, puis arriver en 2050, elle retomberait à un niveau de 60 millions d'habitants. Et en 2017, vous voyez que
la projection maintenant prévoit plus de 70 millions d'habitants arrivés en 2050. Alors, il y a une première projection de l'INSEE donne même 73 millions. C'est quand même une erreur importante. C'est pour dire que il faut se méfier, et particulièrement du catastrophisme souvent qu'engendre ce type de projection. Il y a une grande incertitude. Et cette grande incertitude vient du fait que quand vous faites une projection de population, vous la faites en estimant ce que va être la fécondité future et ce que va être la mortalité future. Et là, bien malin qui peut le prévoir avec exactitude. Au cours de l'histoire, on s'est souvent trompé à ce sujet. En 1994, par exemple, la fécondité française telle qu'on l'a mesurée était tombée à 1,75 enfants par femme. On pensait que ça allait durer. Et puis, pour des raisons sur lesquelles je dirais un mot en fin de parcours, elle a remonté à 2 enfants, arrivés à peu près en 2000. Et donc, le changement de fécondité s'est traduit par un changement de vision du futur, par un changement dans les projections que vous voyez là sur l'écran. Si je vous dis ça, ce n'est pas non plus pour mettre en doute toutes les projections, mais c'est pour les relativiser, pour dire, bon, beaucoup de choses peuvent se produire et c'est normal, on est des humains, donc on a une capacité d'action, elle est souvent limitée, mais on ne peut pas dire que l'avenir soit tracé, surtout l'avenir à long terme, en matière de démographie, comme dans les autres matières d'ailleurs. Alors, je vais juste vous montrer que justement, c'est les évolutions de fécondité qui ont été souvent, au fond, mal prédites ou sur lesquelles on a fait des erreurs de prévision. Je vais faire ça assez rapidement, mais vous voyez, parce que c'est un peu redondant avec ce que je vous ai montré, mais ça l'explique. Vous voyez que pour le Niger, dans la projection de 1994, on pensait que la fécondité baisserait vite dans l'observation que j'ai mis en rouge, donc entre ce qui s'est passé entre là, on démarre un peu avant 1990 et on va jusqu'un peu au-delà de 2015. Vous voyez que la courbe rouge, la baisse a été très lente. Et vous voyez l'Iran, c'est l'inverse. On pensait que la fécondité évoluerait assez lentement et puis la baisse, au contraire, a été, comme je vous l'ai indiqué, très rapide. Même erreurs, par exemple, quand vous comparez, j'ai pris l'Égypte et la Corée. Donc on pensait que l'Égypte était partie sur une baisse, on le voit au début, puis tout d'un coup, la baisse en Égypte s'est arrêtée. Ils sont restés à peu près au niveau de 3 enfants par femme. Il y a beaucoup de travaux qui sont consacrés à l'Égypte, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi les choses se sont arrêtées. Et puis inversement, regardez la Corée. Alors c'est la Corée du Sud, hein, c'est pas la Corée du Nord, mais la Corée du Sud, et encore ma courbe s'arrête à la période 2015-2020, mais on a le dernier chiffre pour 2020, il est en dessous de 1, c'est le champion du monde vers le bas, 0,97 enfants par femme dans la République de Corée, donc dans la Corée du Sud. Alors, est-ce que pour la mortalité, on peut faire des... je vais vous montrer juste pour la France, est-ce qu'on peut faire des prévisions ? Là aussi, on est dans une assez grande incertitude. On s'est moins trompé, mais là, je vous ai mis l'évolution de l'espérance de vie en France pour les hommes et pour les femmes. Je rappelle que les femmes vivent encore en moyenne 6 ans de plus que les hommes. Mais les hommes sont en train de le rattraper lentement. Hein. Si tout va bien, il faudra au moins atteindre 2 siècles pour qu'ils vivent aussi longtemps que les femmes. Mais bon, ça c'est mieux que rien. Et donc, c'est une histoire curieuse, puisque sur la mortalité, on a pendant un certain temps pensé, là je vous ai mis à partir de 75, mais avant 75, la croissance de l'espérance de vie était plus faible. Et puis à partir de 75, on pourrait dire ça s'est emballé, on a gagné pratiquement 1 an d'espérance de vie tous les 5 ans, ce qui est tout à fait énorme. Et du coup, on pensait que ça allait continuer et c'est de moins en moins probable. Il y a déjà eu le débat à propos de la réforme des retraites, puisque une partie des schémas de la réforme des retraites était basée sur une croissance de l'espérance de vie assez optimiste. Et je dois dire que ce qui vient de se produire
Attendez, comment ça se fait? J'ai pas... on le verra plus tard. Ce qui s'est produit avec la pandémie, comme vous le savez, c'est une baisse d'une demi-année de l'espérance de vie des hommes et de 0,4 années pour l'espérance de vie des femmes. J'y reviendrai, je pensais l'avoir mis là, mais j'y reviendrai après parce que il faut être... entrer dans le détail de l'espérance de vie pour voir à quoi cela correspond, cette baisse. C'est pas non plus une baisse énorme, il y a eu un débat dans les journaux. Il faut voir que cette baisse d'une demi-année, elle fait suite à, entre 1946 et maintenant, une augmentation de 20 ans de l'espérance de vie. Donc on n'est pas revenu trop fortement en arrière, mais c'est vrai que c'est la première baisse un peu significative qu'on observe depuis, au fond, très longtemps, enfin, pratiquement d'ailleurs depuis 1946. Alors, ayant dit cela sur les questions de fécondité et de mortalité, maintenant, que se passe-t-il dans le monde entier? Je pense que parler de population mondiale, c'est trop abstrait. Il faut aller regarder dans un peu plus de détails. Et je vous ai mis sur le graphique suivant, je vous ai mis ce qui arrive pour un certain nombre cette fois-ci, de sous-ensembles. Donc tout en bas, vous avez jusqu'en 2050 la croissance aux États-Unis de la population, puis celle de l'Union européenne. Alors là, j'ai laissé la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Et puis je vous ai mis au-dessus, là, la courbe qui monte à toute vitesse, c'est l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas toute l'Afrique, c'est l'Afrique à partir du Sahel. Et tout en haut, en rouge, c'est ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde et Chine. C'est les grands pays émergents. Et vous voyez que pour eux, assez rapidement, la population va cesser de croître. Elle va devenir un peu près constante, un peu près stationnaire, sans doute vers 2030. Ça commencera par la Chine, mais les autres pays, la Russie a déjà commencé. Le Brésil, ça va être assez vite. Au Brésil, la fécondité de 1,7 enfants par femme. Et vous voyez qu'au fond, c'est l'Afrique subsaharienne qui aura une forte croissance. Vous l'avez tous lu. Il y aurait en principe 1 milliard de plus d'Africains dans les 30 années à venir. Alors, on va le voir sur une carte où je vous ai mis la fécondité, donc le nombre moyen d'enfants par femme sur la période récente de 2015 à 2020. Et plus c'est bleu, plus c'est faible, plus ça va vers le jaune et le rouge, plus c'est élevé. Et vous voyez que ça n'a plus grand sens de parler en termes mondiaux. Il se passe quelque chose de particulier qui est dans cette Afrique subsaharienne. Vous voyez, le point rouge, c'est le Niger. Puis autour, vous avez des fortes croissances encore qui sont de l'ordre de 5 enfants par femme dans les autres pays du Sahel, dans l'ancien Zaïre, la République démocratique du Congo, en dessous l'Angola. Vous voyez aussi qu'en Somalie, c'est très élevé. Et puis, en dehors, vous avez un petit groupe avec le Pakistan, avec l'Afghanistan, puis quelques pays d'Asie centrale. Mais sinon, la fécondité est presque partout au niveau faible, elle est au-dessous de 3 enfants par femme, et même nettement au-dessous. Vous voyez que l'Égypte est encore dans ses 3 enfants, mais dans les bleus foncés, vous avez le Brésil. Et ce qu'on ne voit pas bien, parce que la carte, mais on le voit un tout petit peu sur la carte, si on cherche quel est le pays actuellement de toute l'Amérique, du Nord et du Sud, qui a la plus forte fécondité, vous allez peut-être être étonné, c'est la Guyane française. Cela vous donne le changement qui s'est opéré au cours du dernier demi-siècle, presque partout, que ce soit au Mexique, au Guatemala, même en Bolivie, qui est encore un peu plus élevé, mais au-dessous de la Guyane française, et bien sûr au Brésil dont j'ai parlé, la fécondité a énormément diminué. Donc quand la fécondité diminue, avec un retard d'une génération, la population s'accroît beaucoup plus lentement, et puis si elle diminue beaucoup, et qu'il n'y a pas
de migration, la population commence à diminuer, même avec un minimum de migration. C'est ce qui arrive actuellement en Russie, où il y a des migrations d'Asie centrale, mais ça ne suffit pas à compenser. Il y a des pays qui compensent, comme l'Allemagne. L'Allemagne, depuis très longtemps, a une fécondité faible, et pourtant, la population allemande elle est à peu près au même niveau de 83 millions d'habitants depuis une trentaine d'années. Il y a une sorte d'équilibre qui est comme cela instauré. Donc, désormais, si on parle de croissance démographique mondiale, c'est vraiment, il faut spécifier ce qu'on pourrait appeler il y a deux hotspots, la partie Afghanistan et Pakistan, et puis la partie qui est, vous voyez, entre les deux tropiques de l'Afrique. Vous voyez qu'en Afrique du Sud, par contre, la fécondité est devenue relativement faible, et même dans les pays qui sont proches les anciens pays, l'ancienne Rhodésie, par exemple, la fécondité est devenue relativement modérée. Donc, ce problème est devenu un problème vraiment, non pas local, mais régional. Et je vais vous montrer maintenant que c'est ça qui conditionne la croissance démographique mondiale. Ce que j'ai mis ici, c'est cette croissance démographique dans l'hypothèse moyenne des Nations Unies, juste que vous voyez un peu avant 2050, et j'ai mis la part de la croissance démographique, du supplément de population, qui est due en rouge, c'est à cette partie de l'Afrique, entre les deux tropiques, et puis pour le reste du monde. Et vous voyez que déjà, un tiers de la croissance mondiale, c'est dans cette partie de l'Afrique. Et en 2050, on prévoit que les 3/4 de la croissance de la population mondiale, ça sera cette partie-là. C'est une petite partie du monde, c'est même pas toute l'Afrique. Et ça serait les 3/4 de la croissance. Donc on est face à un problème qu'on a pu traiter, je dirais, de manière mondiale, mais de manière régionale. Si on regarde plus, on voit que là, j'ai mis les densités. Il faut bien voir que l'Afrique est encore maintenant, et d'ailleurs du fait de la traite qui a été exercée aussi bien par les Européens que par les pays du Golfe, eh bien, la population n'a pas cru pendant plusieurs siècles. Et donc, l'Afrique est relativement peu peuplée. Vous voyez que la densité est importante seulement à partir dans des pays comme ce que vous voyez en noir, c'est l'Égypte, puis c'est le Nigeria, et puis un petit peu aussi le Ghana. Et puis au centre, vous avez le célèbre Rwanda, Burundi, où la densité est forte, et puis l'Ouganda, dont je crois qu'on vous parlera dans une prochaine conférence. Mais en dehors, les densités sont faibles. En République centrafricaine, la densité est inférieure à 10 habitants par kilomètre carré. C'est un pays relativement riche. Donc, quelque part, il y a un partage à faire entre, même plus simplement l'Afrique entre les tropiques, mais il y a différentes Afriques entre les tropiques. Il y a le Sahel, il y a le Golfe de Guinée, il y a l'Afrique équatoriale, et puis il y a la partie entre l'Afrique du Sud et l'Équateur. Et le vrai gros problème, en fait, c'est dans le Sahel, parce que là, la croissance démographique est très forte. Ça va du Sénégal, ça passe par le Mali, puis le Niger, le Burkina Faso, ça arrive au Tchad, et puis ça continue, ça passe ensuite vers le sud du Soudan, l'Éthiopie, la Somalie. C'est là que les croissances sont fortes et que les ressources ultérieures, notamment les ressources, bien sûr, agricoles, sont faibles, les fluctuations climatiques sont importantes. Donc c'est cette zone-là qui est vraiment la zone problématique du point de vue de la démographie, vous voyez. Là, j'ai essayé de la marquer. Alors, bien sûr, elle est peu peuplée parce qu'il y a beaucoup de parts désertiques, mais la partie non désertique est déjà assez peuplée. Alors, là, je vous ai juste montré les densités, mais telles qu'elles sont en 2019, actuellement. Vous revoyez que vraiment toute cette partie de l'Afrique équatoriale est très peu dense. Donc, c'est le problème de la croissance démographique est moins urgent que déjà, vous voyez, sur le Golfe de Guinée, puis bien sûr, sur la partie juste au-dessus. Voilà ce que serait la croissance de la densité. Voilà ce que sera la densité en 2050. Ça a rougi la partie du centre de l'Afrique, mais vous voyez qu'on est encore loin de l'Europe
et puis de l'Est et du Sud-Est asiatique, où les densités sont très fortes, malgré le fait que la population n'augmentera plus beaucoup arrivé en 2050. C'est la carte de la densité pour 2050. Donc, il faut, au fond, doser la crainte qu'inspire la croissance démographique de l'Afrique. Je pense qu'il faut avoir une certaine crainte de ce qui se passe au Sahel. On va le voir d'une autre manière. Pour le reste, la situation n'est pas forcément aussi urgente. J'ajouterai une chose, c'est que souvent on présente la situation en termes d'émissions de CO2. Dans la plupart des pays d'Afrique, les émissions de CO2 sont extrêmement faibles, c'est 0,2 tonnes par habitant, alors que nous, on doit être à 8 et que les Américains sont à 20. Donc, autrement dit, 100 habitants de plus actuellement dans un pays d'Afrique centrale émettent autant de CO2 qu'un seul Américain de plus. C'est le genre de façon de relativiser aussi cette question. Je vais aborder un autre point pour pousser un peu plus loin sur cette question qui est, à mon avis, un point problématique pour l'avenir. Là, je vous ai montré quelles sont les croissances de population prévues. Vous voyez Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Sahel. Et vous voyez que les croissances sont énormes. Quand vous regardez le Niger, en 2010, il était à 16 millions. Aujourd'hui, il est en fait à 22 millions. Et en 2050, il sera pratiquement à 70 millions. Autant que ce que prévoient les Nations Unies pour l'Allemagne à la même époque. Et on voit mal comment, comme je l'ai dit, ces 70 millions d'habitants pourront vivre dans le Niger. Et quand on voit l'ensemble du Sahel, vous voyez que c'est peu de monde d'une certaine manière. C'est 70 millions d'habitants, mais ça triplera si les choses se poursuivent comme prévu par les Nations Unies. Et comme prévu, ça veut dire y compris avec une certaine baisse de la fécondité. Voilà une autre façon de montrer l'évolution de la population du Niger. Ça démarre en 1950. Il n'y avait pas beaucoup plus qu'1 million d'habitants au Niger. Donc on arrive déjà au-dessus de 20 millions. Hein. Et puis on voit qu'arrivé en 2050, on est dans les 70 millions. Alors le reste, c'est totalement utopique, hein, bien sûr. Mais c'est dans les annuaires et les prévisions des Nations Unies. Donc ça ne se réalisera pas. Alors, c'est une question, au fond, qui va dépasser la simple démographie que je vous montre. La première question est posée par le Niger. Puisqu'ils ne pourront pas sans doute vivre à 70 millions, l'idée, et elle a été largement développée, notamment par un livre excessif qui a eu pour titre « La ruée vers l'Europe », l'idée que sous prétexte que la croissance va être très forte, elle allait se déverser en Europe où la population restera stationnaire ou décroîtra un tout petit peu. C'est très peu vraisemblable. Dans le dernier livre qui a été cité, j'ai regardé en détail quelle était l'évolution des migrations des pays, pays par pays, des pays africains vers l'Europe et aussi vers la France. Entre 2010 et 2020, vous l'avez vu, la population du Niger a augmenté d'à peu près 10 millions d'habitants. Dans la même époque, 1100 Nigériens sont arrivés en France. Donc, c'est quand même extrêmement peu. Ce n'est pas du tout l'effet de cette croissance très forte de la population du Niger qui a joué. Inversement, si vous prenez le Mali voisin, où la croissance a été très importante aussi, là, les arrivées ont été plus nombreuses. Mais elles ont été plus nombreuses parce que les migrations ont une histoire. On ne migre comme cela pas au hasard. Quelques-uns, les 1200 dont j'ai parlé, mais en général, on migre parce qu'il y a déjà des parents ou des personnes qu'on connaît qui sont installés dans le pays où on migre. Et depuis longtemps, il y a une communauté malienne et sénégalaise en France. Ça a commencé d'ailleurs avec la guerre de 14, ça s'est poursuivi avec les tirailleurs sénégalais. Il y a eu aussi des marins sénégalais et maliens qui ont été
engagée. Et donc, cette communauté, une fois qu'elle est installée dans un pays, tente bien sûr à augmenter. Elle n'augmente pas à un rythme important, mais c'est une condition tout à fait nécessaire. La migration, c'est des réseaux de migration. Ce n'est pas du tout des lois de vase communicants. C'est pas, comme on dit quelquefois, les fortes pressions vers les basses pressions. Non, c'est un phénomène compliqué et où la connaissance qu'ont les personnes du pays où elles vont arriver est très importante. Au XIXe siècle, on a calculé que la moitié des Européens qui ont migré aux États-Unis avaient déjà un contrat de travail en poche. Ils n'allaient pas au hasard. Donc cette idée d'une migration de l'Afrique vers l'Europe et la France, je pourrais en donner beaucoup plus d'exemples, mais pour l'instant, elle est une idée, si on peut dire, en l'air. Elle n'a pas montré de réalisation au cours des années précédentes. Alors vous me direz, où iront les 70 millions de Nigériens ? Ils feront ce qu'ils ont fait depuis des décennies, c'est qu'ils descendront vers le golfe de Guinée. Et vous avez vu, par exemple, la question de la guerre civile en Côte d'Ivoire, qui était en partie causée par le fait que des originaires du Burkina Faso, du Niger et aussi un peu du Mali s'étaient installés en Côte d'Ivoire et qu'on leur refusait ce qu'ils ont appelé l'ivoirité. Alors, pour l'instant, les sauges se sont tassées, mais on peut avoir, s'il faut avoir des craintes, ça serait celle d'une descente des populations du Sahel vers leurs lieux de migration traditionnels qui sont au sud, et donc une possible déstabilisation des États du golfe de Guinée. Mais là, ça nous mène quand même dans un temps un peu plus long, mais c'est sans doute l'évolution la plus vraisemblable. Il y a un autre problème, et c'est pour ça que je vous ai mis guerre et population, je l'ai amené de cette manière-là, mais je vais en dire un tout petit peu plus, c'est qu'il y a une relation entre fécondité et troubles, et surtout pas simplement les guerres internationales, mais surtout les troubles civils. Pendant longtemps, on a pensé que c'était la surpopulation qui menait à la guerre. Ça a été un thème très classique, notamment dans les années 30, où on a fondé une science qui s'appelait la polémologie, du polémos qui veut dire guerre en grec. Et on prenait des exemples de populations animales qui étaient plus agressives lorsqu'elles étaient trop nombreuses. Mais dans les années récentes, c'est peut-être la relation inverse qui se profile. J'ai essayé de montrer que c'est plutôt le fait que ce n'est pas la croissance de la population qui va entraîner la guerre, c'est sans doute la guerre qui entraîne la croissance de la population. Je vous ai mis ici, vous voyez, les plus fortes fécondités dans les pays d'Afrique. Regardez bien, Niger, donc on en a parlé, c'était il y a 3 ans. La Somalie vient en second, le Mali en troisième, la République démocratique du Congo, le Tchad et le Burundi. Si vous regardez bien, dans tous ces pays, il y a des problèmes graves. Alors, dans un cas comme la Somalie, c'est absolument évident. Dans des cas comme le Niger, vous avez vu que c'est la question de Boko Haram et puis la question de AQMI. Dans le cas de Mali, inutile de vous faire un croquis avec les militaires français qui sont actuellement. Dans le cas de la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, il y a des régions entières de ce pays qui sont soumises à des guerres civiles ou même à du brigandage. Le Tchad est peut-être celui qui est le moins touché. Il est un peu touché par Boko Haram dans sa partie ouest et le Burundi qui est en quasi-guerre civile. Donc, pourquoi y a-t-il une relation de ce genre-là ? Parce qu'en cas de guerre civile, les moyens contraceptifs ne sont plus disponibles. Et puis, disons-le, les femmes sont brutalisées. C'est le retour du pouvoir des hommes. Donc, la guerre risque au fond, d'entretenir une haute fécondité et d'empêcher que cette zone du monde que vous avez vue, qui a la plus forte contribution à la croissance démographique, ne voit cette croissance s'apaiser. Alors j'ai fait la même chose pour l'Asie. J'ai regardé quelles étaient les plus fortes fécondités en Asie. Vous allez voir, sans surprise, Afghanistan, 5,3 enfants par femme.
Irak, 4,6, Yémen, 4,4, Palestine, c'est surtout Gaza, 4,3, Pakistan, 3,7. Si vous regardez bien, c'est des pays où les problèmes de la guerre sont très graves. C'est de la guerre en général, une guerre, quelquefois elle a été exportée ou importée, mais en général une guerre civile. Je n'ai pas besoin de faire un schéma pour l'Afghanistan, l'Irak, encore moins pour le Yémen, la Palestine. On voit ce qui vient de se passer. Il n'y a que le Pakistan, mais le Pakistan est très proche de l'Afghanistan. C'est le seul qui pourrait un peu échapper à ma démonstration, mais c'est le dernier du groupe. Alors, d'ailleurs, les groupes terroristes, souvent qui sont la cause des troubles dans ces pays, le savent d'une certaine manière, puisque un de leurs objectifs, vous l'avez vu dans beaucoup d'opérations récentes, c'est d'empêcher les femmes d'étudier. C'est la destruction notamment des écoles. Vous avez vu tout récemment encore en Afghanistan. C'est Boko Haram. Boko, ça vient de books, ça vient de livres. Alors je ne sais plus Haram ce que cela signifie exactement, peut-être l'un d'entre vous pourra le préciser, mais c'est grosso modo guerre aux livres. C'est supprimer les livres. Il faut empêcher les livres. Et d'ailleurs, c'est la même chose, vous le voyez au nord du Nigeria, où les jeunes écolières sont raptées pour être mariées de force avec des membres ou des terroristes de Boko Haram. Donc il y a une compréhension de ce fait qu'il y a un lien entre fécondité et puis ces mouvements-là, et que au fond, ils cherchent dans cette vieille doctrine que plus ils seront nombreux, plus ils pourront à ce moment-là accéder au pouvoir. Donc la question démographique qui avait l'air d'être en amont des questions de politique, maintenant est peut-être en train d'arriver en aval. Je vais juste terminer, comme je vous l'ai dit, par un sujet plus d'actualité encore, qui est l'impact des crises. Je vais juste vous montrer l'impact d'une crise on n'a pas senti à quel point elle était importante du point de vue démographique, mais qui a été très importante en France, qui est la crise pétrolière de 1974. Très souvent, on pense plutôt que c'est 68 qui a été un point tournant. Là, vous allez voir qu'en termes de démographie, il y a eu un gros changement en 1974. Là, je vous ai mis ce qui se passe. C'est très rapide, hein, je ne vais pas commenter chacune, mais on dit brusquement, fin 73, vous savez que le prix du pétrole monte très fortement suite à une décision de l'OPEP. Et presque aussitôt, vous voyez, le graphique est pour la France, vous voyez les naissances chutent tout à fait rapidement, puis il y a une petite reprise, puis elle reste à un niveau relativement faible par rapport au niveau précédent, hein, autour de 750 000, alors qu'elles étaient nettement au-dessus de 800 000, dans les 830 000. Ça n'a eu aucun effet sur les décès, et ce qui est peut-être le plus important, vous voyez que les mariages qui étaient en forte croissance à partir des années 50, c'était les 30 glorieuses, eh bien, la chute du nombre de mariages est tout à fait importante. Et si on regarde de plus près, alors la courbe est peut-être un peu compliquée, mais je vais vous la commenter. La courbe rouge, c'est l'évolution de la fécondité, donc du nombre moyen d'enfants par femme. Et vous voyez qu'arrivé en 1965 à peu près, la fécondité a commencé à baisser en France, et puis elle va baisser assez brutalement à partir de l'année 70 pour se mettre à un niveau bas qui est autour de 1,8, mais parfois en dessous, enfants par femme. Et inversement, la courbe bleue, c'est l'âge auquel, en moyenne, les femmes ont leur premier enfant. Et lorsque l'on était au moment le plus bas, en 1974, une femme avait son premier enfant en moyenne à 23 ans et demi. Vous voyez que déjà, quand on arrive en 2000, c'est 25 ans et demi. Aujourd'hui, c'est 28 ans. Donc, pendant toute la période où l'âge des mères, hein, parce que c'est l'âge aussi à la naissance du second ou du troisième enfant, a augmenté de la même manière, eh bien, à partir du moment où il y a cette augmentation, vous avez moins de naissances dans l'année, donc la fécondité apparaît plus faible, mais c'est
ça ne dit pas la vérité sur le désir des familles. En fait, quand on suit ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire qu'on regarde comment un ensemble de personnes, un ensemble de femmes nées une année donnée a eu d'enfants au cours de sa vie, ces 2 enfants, donc pratiquement il n'y a pas de traces de cet épisode, simplement elles ont eu leurs 2 enfants en moyenne plus tard qu'elles ne l'avaient en 1974. Et je vous avais signalé en commentant l'erreur de prévision sur la France qu'on avait justement pensé que la fécondité continuerait à être basse après 1980 et 2000. Or, c'était ce mécanisme-là auquel on n'avait pas vraiment fait attention et qui fait qu'une fois que la hausse de l'âge des mères à la naissance du premier enfant a cessé, ou a du moins beaucoup ralenti, à ce moment-là, le nombre de naissances remonte, on pourrait dire, mécaniquement. Alors, autre changement quand même tout à fait. Alors voilà l'âge moyen au premier mariage. Vous voyez que pour les hommes comme pour les femmes, c'est vraiment 1974 qui est le tournant. Autrement dit, la crise a vraiment changé un comportement démographique, mais ça n'a pas changé le comportement du nombre de la taille des familles. Ça a changé le comportement de l'âge auquel on commence à faire sa famille, et dans des proportions, vous voyez, très, très importantes. Ça a changé aussi autre chose. Là, je vous ai mis une courbe qui était très connue, c'est la proportion de naissances hors mariage. Et je l'ai mis de 1901 à 2008. Et vous voyez que jusqu'arriver en 1974, il y avait assez peu, même plutôt de moins en moins, très lentement de moins en moins de naissances hors mariage. On tombait dans les à peu près 7% de naissances hors mariage. Et brusquement, à partir de 1974, d'ailleurs on les appelait naissances illégitimes. C'était la moralité de l'époque. Et à partir de 80, l'INSEE les appelait naissances hors mariage, parce qu'elles devenaient si nombreuses que l'illégitimité était quand même un mot trop dépréciatif. Il faut dire aussi que quand on regarde cette courbe qui vous est souvent montrée, on vous dit, alors on est maintenant à 55% de naissances hors mariage. Mais le chiffre important n'est pas là, c'est les naissances non reconnues par le père. Et quand là, on a ce chiffre-là, on voit qu'au contraire, ces naissances non reconnues par le père sont restées à peu près constantes depuis 2 siècles. C'est de l'ordre de 6 à 7% du moins non reconnus dans la première année qui suit la naissance. Ce que vous voyez aussi, les 2 petites pointes, c'est les 2 guerres. C'est les 2 moments où effectivement il y a eu un trouble dans les familles. Alors là, je vous ai mis juste les divorces aussi, à partir de 1974, ont augmenté assez rapidement. Il y a eu un changement démographique et il y a eu un dernier changement assez inattendu. Ici, je vous ai mis l'évolution de l'espérance de vie à 65 ans. Donc, ce n'est pas l'espérance de vie au total, c'est combien une personne de 65 ans vivra en moyenne, étant donné les conditions de mortalité du moment. Et vous voyez que pour les hommes, on a des très bons chiffres on a des chiffres corrects à partir du Premier Empire, à partir de 1806. Et regardez la courbe pour les hommes. De 1806 à 1946, l'espérance de vie d'un homme à 65 ans, c'était 10 ans. Ça n'avait pas bougé. Et puis, tout d'un coup, vous avez une montée, c'est la pénicilline. Et puis, vous avez ensuite une croissance, comme je l'ai dit, qui est vraiment lente. Et puis, à partir de 1974, vous avez une croissance tout d'un coup rapide. Vous voyez que là, j'ai mis le trait rouge. On voit que cette croissance est faible après 1946. Il y a juste la montée liée aux antibiotiques. Et puis ensuite, ça progresse très lentement. Et puis, à partir de 1975, il y a une croissance qui est tout à fait rapide, comme vous avez vu dans un autre graphique. Et donc, c'est assez curieux et personne ne l'explique vraiment. Il y a quelque chose qui s'est produit. Ce qui est curieux, c'est que ça soit au moment de la crise. Vous avez vu l'effet de la crise sur les mariages, sur les naissances, sur l'âge auquel les mères ont un premier enfant. Eh bien, là, on pourrait s'attendre à ce que la crise ait un effet négatif sur la mortalité. C'est l'inverse qui s'est produit. Beaucoup de tentatives d'explication ont été faites, mais je vous montre les données telles
telles qu'elles sont. Et on ne peut pas dire qu'il y ait une explication dominante, mais il y a eu un changement qui s'est produit. Beaucoup pensent que c'est lié à la prévention, mais il faut montrer comment la crise a produit plus de prévention. Et je vais terminer par cette horrible maladie qui nous a, qui nous a bloqué notre vie sociale pendant un peu plus d'1 an, et qui encore la bloque en partie. Juste pour être peut-être pas trop négatif. Là, je vous mets une comparaison qui a été publiée par l'INSEE. En rouge, c'est mois par mois l'évolution lors de la première vague, donc en 2020, des décès par Covid. Et je vous ai mis en vert à côté les décès de la canicule. Vous vous souvenez que ça a été, au fond, la crise importante qui a précédé. Quand vous voyez, au fond, la canicule, la crise a été plus violente sur un mois donné, sur le mois de juillet de 2003. La mortalité à cause du Covid a été importante sur une durée plus longue dans la première vague. Est-ce que globalement, il y a une différence ? L'INSEE a fait un calcul intéressant. Il s'est demandé quelle aurait été la mortalité liée à la canicule si on tenait compte du fait que la population actuelle est plus âgée qu'elle ne l'était en 2003, notamment du fait du recul de la mortalité. Et le chiffre qui est trouvé, le chiffre pour l'excès de mortalité pour 2020 pour l'INSEE est un peu supérieur à 40 000. Quand on fait ce calcul, l'INSEE tombe sur 34 000. Donc la canicule, au fond, a eu à peu près le même effet que la première vague de Covid, ce qui n'est pas gigantesque. Beaucoup d'entre vous se souviennent de cette canicule, mais ils ne s'en souviennent pas comme d'une catastrophe. Alors je vous avais parlé de l'espérance de vie. Et du recul de l'espérance de vie. Là, j'ai mis cette espérance de vie, mais vous voyez, dans les années récentes, 2009, 10, 11. Alors, les échelles ne sont pas les mêmes, elles sont décalées pour qu'on puisse comparer les hommes et les femmes. Mais la courbe rouge, qui est celle des hommes, est beaucoup plus bas, comme vous l'aviez vu dans le graphe précédent, où j'avais montré les évolutions d'espérance de vie. Qu'est-ce qui s'est produit en 2020 ? Voilà. Donc, effectivement, il y a de quoi être impressionné. Vous voyez que la baisse a été d'ailleurs plus forte pour les hommes que pour les femmes. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, 0,5 6 mois et 5 mois, pour parler en termes de mois. Donc, effectivement, vous voyez qu'il y a eu quand même des reculs dans les années précédentes, qui sont des épidémies de grippe fortes, mais là, c'est quand même un tout petit peu, c'est même plus fort. Alors, c'est l'espérance de vie. Mais il faut savoir, là je vais peut-être j'espère que ça ne sera pas trop difficile à expliquer, l'espérance de vie, c'est calculé d'une certaine manière. C'est calculé en regardant quels sont les risques de décès âge par âge. Et puis, on combine tous ces risques de décès, on fabrique au fond une population qui serait soumise, âge après âge, à ces risques de décès. Et c'est de cette manière-là que chaque année, l'espérance de vie est calculée. Alors, les risques par âge, c'est facile à connaître, c'est le nombre de décès d'un âge donné par rapport à la population de cet âge. Mais ça veut dire, ce que je viens de vous dire est très important dans cette question d'épidémie. Ça veut dire que les espérances de vie que vous voyez là, la baisse de cette espérance de vie, c'est sous l'hypothèse des risques observés à chaque âge l'année 2020. C'est donc sous l'hypothèse que l'épidémie a lieu chaque année, tout au long de la vie. C'est quand même une énorme hypothèse. Alors vous me direz, mais si on regarde dans le cours d'une vie, cette fois-ci, le fait que l'épidémie n'ait duré que, alors même supposons qu'elle dure aussi fortement cette année, qu'elle ait duré 2 ans. À ce moment-là, quelle serait la perte d'espérance de vie pour les personnes qui seront passées au travers, donc qui auront vécu cette expérience, donc pas à un moment donné, mais on dit parfois en longitudinal. Et quand on fait le calcul, ça sera 15 jours de perdu. 2 semaines d'espérance de vie auront été perdues. Autrement dit, dans l'histoire des individus, cette épidémie aura très peu compté. Alors vous me direz, mais pourquoi tant de bruit ? La réponse, je crois, alors là, ça dépasse nettement
mon domaine, mais je pense que la réponse, c'est à cause du caractère horrible de cette maladie et donc le fait que la chose qu'il fallait éviter, c'est non pas une très grosse mortalité, c'était surtout l'encombrement des services de réanimation. C'était là la question qui était vraiment importante. Il fallait empêcher qu'il y ait trop de souffrance, trop de risques, notamment le risque, par exemple, qu'on a plusieurs fois évoqué, d'un tri des malades. Et là, on est arrivé assez largement, je crois, à l'éviter. Mais en termes de mortalité même, ça n'aura pas grand effet sur l'évolution de la population. Ça ne se verra pas dans la pyramide des âges. Et dernier point, avant de vous laisser la parole, ou du moins de répondre à vos questions, quel est l'effet sur la natalité? Alors là, dans ces derniers jours, on en a beaucoup parlé, parce que la natalité française, et du moins l'indice de fécondité, est passé, comme je vous l'ai dit, de 2 enfants par femme jusqu'en 2010, et on est l'année dernière à 1,84. Donc il y a une baisse de la fécondité, et 2 est un peu un chiffre magique. Il faut 2 enfants pour à peu près que la population se maintienne à son niveau actuel. Donc passer en dessous donne l'impression, bien sûr, que si ça continue, la population à terme va diminuer. En même temps, 1,84 n'est pas très loin de 2. Et du coup, on a fait plus attention à la crise et on s'est dit, oh, mais avec la crise, ça risque d'être beaucoup plus fort, la baisse. Et effectivement, vous l'avez vu, en janvier dernier, la natalité, par rapport à l'année précédente, janvier de 2020, où l'épidémie n'était pas encore là, a diminué de 14%. Alors là, cette fois, c'est une baisse sérieuse et il y a la crainte que ça se poursuive. Donc je vais vous montrer qu'en fait, ça n'a pas été le cas et surtout que quand il se produit une catastrophe, qu'elle soit épidémique ou bien qu'elle soit plus ou moins naturelle, à ce moment-là, on a un schéma qui a presque toujours été le même, où il y a une baisse de la natalité d'abord, et puis ensuite une reprise souvent même plus forte que la baisse. Les démographes ont un terme pas très élégant pour qualifier cette reprise, ils parlent de récupération. C'est des naissances qui ont été récupérées. Vous ai mis ici, c'est pour 9 épidémies graves, il y a 3 cas de grippe espagnole. Il y a un cas, il y a l'ouragan Katrina, il y a l'Ebola en Afrique de l'Ouest, il y a Zika au Brésil, le SARS à Hong Kong, et puis un autre ouragan. Et la courbe noire, c'est la moyenne. Les petites courbes autour, c'est chaque cas, qui est bien sûr particulier. Mais vous voyez, et puis la courbe rouge, c'est la tendance générale avant la catastrophe. Et vous voyez qu'effectivement, il y a cette baisse au moment de la catastrophe. C'est le point bas, c'est 9 mois après la catastrophe. Et puis ensuite, vous voyez la remontée et la récupération. Et puis ensuite, après la récupération, on retrouve le niveau normal. En petit, c'est au fond ce qui s'est produit avec la natalité française entre 1974 et 2000. Il y a eu cette baisse, mais la catastrophe qui n'en était pas du tout une, c'était l'âge croissant des mères à la naissance, et des pères d'ailleurs, à la naissance du premier enfant, et le retard lié aussi des mariages. Alors, où en est-on par rapport à ça? On a maintenant les chiffres, on peut comparer chaque mois au mois de l'année précédente jusqu'en mars. Donc on n'a pas encore avril, mais l'INSEE a publié les chiffres et regardez, je les ai mis en vert. Alors on ne voit pas très bien, donc je vais simplement garder la courbe moyenne et la courbe française. Est-ce que si vous voyez les verts, voilà ce qui s'est produit en France. Vous voyez que le moment bas, les 14%, donc, en janvier, ça correspond bien au bas de toute la moyenne des autres catastrophes. Et regardez, ensuite, dès février, en fait, on est à 5% de baisse, et en mars, on est à 0% de baisse. Ce mois de mars, les naissances ont été aussi nombreuses qu'en mars de 2020, de l'année précédente.
Or, en mars 2020, l'épidémie n'avait encore eu aucun effet sur les conceptions qui, en mars 2020, avaient eu lieu 9 mois auparavant, une période où il n'y avait pas d'épidémie. Donc vous voyez que la récupération qui s'amorce est très rapide. La suite va être intéressante puisqu'il va y avoir la seconde vague. Donc il est possible qu'on retombe un petit peu, mais très vraisemblablement, assez rapidement, il y aura une reprise. Autrement dit, la crise n'aura pas affecté la natalité en tant que telle, elle aura simplement changé le déroulement, le moment où les conceptions ont lieu, ce que les démographes appellent le calendrier. Et donc, il n'y aura pas d'effet à craindre sur le long terme. Il peut y avoir un effet peut-être de cette baisse tendancielle. Quand vous voyez par exemple, il y a une tendance de la courbe verte, vous le voyez, qui est quand même à passer au-dessous de la courbe rouge. C'est-à-dire que ces derniers temps, quand on comparait avant l'épidémie les naissances d'un mois aux naissances du mois précédent, elles étaient environ 1,5 à 2% au-dessous, qui est de cette baseline de la fécondité en France, qu'on ne comprend pas vraiment. On a plusieurs hypothèses, mais elle est indiscutable. Comme je vous l'ai dit, on est passé de 2 à 1,84. Écoutez, j'ai beaucoup parlé. Là, maintenant, il est temps de vous laisser réagir, parce qu'il y a en même temps énormément de sujets que je n'ai pas abordés. Je vous remercie de votre attention, de votre sagesse.